De retour sur le plateau de la grande édition, place maintenant à l'échange et au débat. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure publicitaire, je reçois ce soir le juriste et écrivain Bernard Mannaroudine. Bonsoir monsieur Mannaroudine. Bonsoir monsieur Luce, merci de me recevoir. Avant effectivement de parler de votre ouvrage qui est assez spécial, hein. J'ai un peu lu la préface, ça a l'air d'une histoire vraiment très triste et en plus inspiré, c'est un texte qui est littéralement presque autobiographique, donc inspiré de votre propre existence qui visiblement a été particulièrement douloureuse. Mais avant d'en venir à la présentation de cet ouvrage, j'aimerais avec vous aborder quelques points d'actualité, à commencer par effectivement la fin de l'abattement fiscal outre-mer. Donc les résidents ultramarins bénéficiaient jusqu'à dernièrement, puisque ça va être annulé, bénéficiaient d'un abattement fiscal donc de 30% sur le montant de leur impôt, justement par rapport à cette vie chère qui frappe tous nos territoires. Bon, le gouvernement visiblement a fait marche arrière sur cet abattement qu'il entend supprimer afin de créer effectivement ou d'alimenter un fonds d'aide spécial pour les Outre-mer. Qu'est-ce que vous pensez de cette suppression ? Dans un premier temps, l'abattement, c'est chronique d'une mort annoncée, hein, c'est Gabriel Garcia Marquez, il n'y a pas mieux. C'était évident qu'à un moment donné, ça arriverait. L'Europe, l'Occident n'a plus une industrie permettant de soutenir des économies telles que les nôtres, ce qui se faisait par le passé. Les entreprises moribondes de l'Europe nous montrent à quel point aujourd'hui nous ne sommes plus dans une situation d'il y a 20-30 ans. Donc c'était pour moi une chronique d'une mort annoncée que cet abattement fiscal allait être amené à disparaître quoi qu'il arrive. Maintenant que l'on veuille faire passer à nous, population, qu'il s'agisse d'un plan d'investissement, etc., écoutez, l'abattement fiscal, selon toute probabilité, devrait ramener grosso modo 400 millions d'euros par an. Le plan d'investissement dont il parle, ce serait environ 175 millions d'euros par an. Alors, où passe le reste ? Deuxième chose, 400 millions d'euros par an. Alors encore une fois, il ne faut pas se leurrer, et sans prétendre savoir ce qui va se passer, puisque rien encore est entériné, hein, il faut que vous le sachiez. Les lois sont au vu des discussions qui étaient engagées et des déclarations qui sont faites notamment par la ministre de l'Outre-mer, on sait plus ou moins que ça arrivera. Il y a quelques heures, on sait que ça devrait s'y préparer. Alors par contre, quand ils disent que ça va toucher une catégorie précise de la population, celle qui est nantie, écoutez, je ne sais pas, mais depuis le quinquennat de notre président Macron, qui a dit certaines choses avant d'être élu et qu'il se passe exactement le contraire, je ne toucherai pas aux retraités, je ne toucherai pas... c'est l'inverse qui se passe. Donc quand moi on m'annonce qu'il y aura effectivement la suppression de cet abattement fiscal et que ce seront les nantis qui paieront, c'est du n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi. Alors on peut même les citer, hein. D'un coût total de 400 millions d'euros, cet avantage fiscal selon Annick Girardin, ministre des Outre-mer, n'est pas supprimé. C'est le plafond qui est modifié et réduit à une limite comprise entre 2 300 euros et 3 900 euros, a assuré la ministre en précisant que 96% des foyers fiscaux ne seraient pas impactés. C'est ce qu'ils ont annoncé également quand on a prévu certaines réformes pour les lois de finances de l'année dernière et de celle d'avant. On se rend compte qu'il n'y aurait pas eu de CSG ni d'augmentation de la CSG pour les retraités, ce n'est pas le cas. Donc je me défie même de ces assertions faites par Madame la Ministre. Deuxième chose, si on veut faire vraiment des réductions et si on veut vraiment avoir un vrai plan de réinvestissement pour les Outre-mer, je vous cite quelques dépenses. Mes statistiques datent de 2003. Je n'ai pas les statistiques en tête qui sont plus proches, mais je me rappelle très bien avoir travaillé sur ces statistiques 2003. Un exemple simple, les dépenses liées au service du Premier ministre, donnez-moi un montant. Les dépenses afférentes au Premier ministre, à l'année, sur l'année. Je tablerai sur un petit million, beau petit million. 1,5 milliard. Combien ? 1,5 milliard. C'est plus que les dépenses inhérentes au ministère de l'Outre-mer qui étaient en 2003 1,1 milliard. Ah, vous parlez de toutes les dépenses de cabinet, de tous ces bureaux. Ok. Les dépenses liées au service du Premier ministre.
Les dépenses liées au service de l'outre-mer, du ministère de l'outre-mer, c'est 1,1 milliard 2003. Alors, cette même année 2003, les dépenses liées au service du Premier ministre, 1,5 milliard. Alors moi, je veux bien qu'on fasse des économies, mais commençons par ces 10 millions et quelques toutes les années à nos chers ex-présidents. Commençons par ces plus de 17 millions liés au voyage présidentiel. À un moment donné, il faut qu'on arrête de faire ce que d'ailleurs Louis XIV faisait déjà à l'époque, à savoir que c'est finalement les catégories moyennes qui payent tout. Et c'est ce qui se passe. Ils se sont un petit peu rappelés, enfin je pense que de là où il est, il se rappelle de l'effet et de l'impact qu'a eu certaines décisions qu'il ait prises, mais visiblement le gouvernement ne semble pas très alerte de créer un vent de panique chez les populations ultramarines, des annonces qui sont faites, qui sont peut-être précipitées un peu par la presse, mais des annonces qui sont faites à peine 4 jours avant son arrivée dans les DOM, c'est quand même révélateur. Ça l'est, mais pas de ce que l'on croit, à mon avis. Il faut se rendre compte que les impératifs ne sont plus liés aux Outre-mer, qui ne rapportent plus autant d'argent qu'avant et que par le passé. Alors, juste une petite parenthèse de quelques secondes. On a souvent pensé que les Outre-mer coûtaient beaucoup à la France, mais pendant des années, des décennies, les Outre-mer ont rapporté plus d'argent qu'elle ne coûtait. Je fais référence à un rapport d'un secrétaire d'État aux finances qui s'appelait M. Ripper. Il faut savoir que les contributions indirectes, ne serait-ce que par elles, et puis la manne financière que représentait le développement économique lié à la consommation que l'on a créée dans les Outre-mer, étaient de nature à favoriser l'économie. Et d'ailleurs, la fameuse loi de finances que l'on établit chaque année vers septembre jusqu'à décembre, c'est fait pour ça. C'est fait pour savoir quel est le levier que l'on va actionner. Est-ce le levier des dépenses ou est-ce le levier des recettes? Est-ce que l'on va augmenter donc les taxes ou les impôts, ils sont de 3, les impôts, l'impôt sur la personne, l'impôt sur la société, sur les sociétés, l'impôt sur le patrimoine. De l'autre côté, il y a aussi les contributions indirectes et les valeurs ajoutées, toutes les taxes. Donc va-t-on activer ces leviers-là pour augmenter les recettes ou va-t-on au contraire tenter de diminuer les dépenses? C'est fait pour ça une loi de finances. Il n'y a aucune autre raison d'être à ce qu'une loi de finances soit votée. C'est donc ce fameux équilibre qu'on cherche. Mais il faut savoir que cet équilibre, il vient d'une nécessité supplémentaire, celle de ne pas dépasser les 3% de déficit par rapport à notre PIB qui est imposé par l'Europe. En gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'il se pourrait qu'avant, nous actionnions ces leviers au niveau de l'État parce qu'il y avait des impératifs propres et internes à la gestion de l'économie française. Aujourd'hui, ce n'est pas que cela qui influe sur ces leviers actionnés ou non. Donc, comme on le savait, fini l'abattement sur les Outre-mer, ça c'était couru d'avance, mais entre autres à cause de l'Europe. Alors l'Europe a bien des bienfaits. Il y a malheureusement aussi un contre-coup. Je suis plutôt, je m'avance à le dire puisque je n'ai pas peur de mes opinions, je suis plutôt européen. Pourquoi? Parce que l'union fait la force. Mais ça coûte de se réunir, ça coûte d'équilibrer. Mais est-ce que suivre une politique européenne qui est si éloignée finalement de nos problématiques locales est une bonne chose? Pour nous, pas du tout. Pas du tout. Il fallait dès le départ que la France impose un statut spécifique et non pas un statut spécifique comme il nous le propose. Alors choisissez aujourd'hui article 73 ou 74. Moi, à partir du moment où on me propose quelque chose que je n'ai pas demandé, je me pose la question à qui profite le crime. Donc je pense que tout citoyen, qu'il soit domien ou pas, devrait se demander quand l'État prend une décision ou quand l'État propose quelque chose, il devrait faire fonctionner son cerveau, sa pensée et soumettre à son intelligence toutes ces choses qui nous parviennent et ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous dit. Ce n'est pas ce qui a été fait pendant des décennies, qui fait que finalement on se retrouve un peu dans une situation très morose en France, puisque l'activité économique
Bon, les Français parlent beaucoup, mais bon, en termes d'économie, ils ne sont L'Europe pas... l'Europe est décadente. L'Europe, pas dans On toute peut sa le dire. globalité. Quelques pays subsistent, quelques pays résistent. Oui, mais quelques pays justement qui ont décidé de garder plus ou moins leur modèle propre. Nous sommes d'accord. Donc bon. Nous sommes d'accord. On ne parlera que de l'Allemagne, par exemple. Elle nous montre un défi qu'elle a su relever. Nous n'avons pas su le relever. L'Angleterre aussi, bon, elle a tenu à garder sa monnaie. Moi je pense que c'était un bon compromis. Libre-échange, ok, mais je garde mes spécificités. Je traite avec vous, oui, mais en gardant mon intégrité. Ça se défend. Mais Ça se défend. on n'a pas fait ce choix-là et on devra en assumer les conséquences. Nous sommes d'accord. Notamment au niveau local. Donc, fini bientôt l'abattement fiscal outre-mer, même si bon, c'est présenté de plusieurs manières pour dire qu'effectivement les foyers modestes ne seront pas impactés. Je pense que de toute façon, d'ici 2019, dès le prélèvement à la source, on se rendra compte de ce qui se passe ou non. Petite question avant de passer à la prochaine thématique. Qu'est-ce que vous pensez alors des 40% de vie chère? Puisqu'ils sont dans le collimateur d'Emmanuel Macron, il était déjà pendant sa campagne présidentielle, avant qu'il ne soit élu. Est-ce que vous pensez qu'il a rangé cette idée-là dans une petite case ou bien que ça risque forcément de se produire? Non, ça va se produire. Et puis d'ailleurs, des dispositions ont déjà été prises pour que ça se produise. Le seul bémol dans le fait que nous ayons conscience que cette disposition a déjà été adoptée, c'est que comme on ne supprime pas un acquis, tous ceux qui sont actuellement fonctionnaires bénéficieront encore de ces 40%. Ceux qui viennent, il faut s'attendre à... De manière, comme un peu la chronique de la mort annoncée de cet abattement fiscal, il faut s'attendre à ce que ça arrive. C'est évident. De toute façon, les finances ne vont pas se rétablir comme par magie. Quand je disais tout à l'heure que quand on propose un choix à une population entre l'article 73 ou l'article 74 et qu'on ne se pose pas les questions du pourquoi nous le propose-t-on, pourquoi nous le propose-t-on maintenant, pourquoi ce n'est pas venu avant, il faut bien comprendre que les intérêts qui motivent cette action ou ce choix ou la proposition de ce choix ne sont pas du tout les intérêts que nous pensons nous. Ils sont ailleurs. Mais quel est l'intérêt finalement de la France de garder cette mainmise sur les Outre-mer? Bon, on voit l'aspect un petit peu géostratégique, notre emplacement effectivement, qui les place dans toutes les mers du monde. J'en veux bien comprendre cet aspect-là. Mais vous-même, vous disiez tout à l'heure que... Il semblerait, bon, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce point de vue, il semblerait qu'on coûte plus cher que ce que l'on rapporte, donc quel est leur intérêt? Hormis effectivement cette position géostratégique. Non mais ça c'est ce que veut bien nous faire croire beaucoup de gens. Vous savez, on va faire une parenthèse de quelques secondes sur la Corse. On dit que si la Corse n'était pas subventionnée, elle vivrait de crêpes, enfin de... Mais non, mais il faut arrêter. Il ne faut pas s'arrêter aux simples émanations, aux simples expressions d'un budget primitif et de dotation aux collectivités. Évidemment que tous les départements de France coûtent de l'argent à la France. Vous savez, je connais bien des départements vinicoles qui sont subventionnés et ultra subventionnés pour maintenir l'idée même que nous fabriquons du vin. Un peu comme la banane en fait. Exactement. Exactement. Donc il ne faut pas que le français moyen puisse imaginer 2 secondes, mais oui, vous coûtez cher, mais il ne sait pas combien lui il coûte. Il ne sait surtout pas ce qu'a été pendant des dizaines et des décennies, des dizaines d'années, ce qu'a été la manne financière qu'a récupéré la France de ses colonies, puis de ses territoires et éventuellement de ses départements. Vous savez, vous avez parlé de géostratégie, mais il ne s'agit pas uniquement de géostratégie, il s'agit de géopolitique. La politique englobe également l'économie. Que savez-vous des accords passés entre la France et les États-Unis pour faire transiter dans les seules eaux territoriales européennes, dans tout l'arc antillais, c'est-à-dire Guadeloupe et Martinique? Que pensez-vous qu'il ait été négocié entre les États-Unis avec leurs centrales nucléaires, les essais nucléaires qu'ils pratiquaient dans le Pacifique, et la nécessité impérieuse de traiter les déchets? Vous savez où ils ont abouti ces déchets? Eh bien, ils ont abouti à l'embouchure du fleuve africain et de la ville de Port-Louis. Et pour ce faire, il fallait qu'ils passent par le canal du Panama, puis évidemment
il fallait bien qu'il y ait un endroit où ils passent pour qu'ils aient le droit de passer sans qu'il n'y ait de retombées. Et ça, ce sont des accords entre guillemets secrets, puisque la preuve, je le sais, si un petit couillon comme moi le sait, je pense que beaucoup de gens le savent. Donc, ne nous posons pas la question de savoir pourquoi nos fonds marins sont si soudainement en 30 ans, si appauvris, s'ils sont moins giboyeux en termes et de flore et de faune. Tout a une explication logique et rationnelle. Transporter des déchets nucléaires, vous savez, quand on a des essais nucléaires qui sont avec de l'uranium 238 ou du plutonium 249, on ne va pas faire un cours de physique nucléaire, mais bon, la radioactivité non naturelle, eh bien, elle se paye. Très cher, même. On va quitter ce volet, revenir sur l'aspect local, donc fin effectivement prochainement de cet abattement fiscal, donc préparez-vous chers téléspectateurs à payer l'intégralité de vos impôts, fini cette petite ligne avec 30% de réduction sur votre forfait annuel. C'est pas encore fait. C'est pas encore fait, mais sincèrement, avec un président comme Emmanuel Macron, il faut bien se dire que les choses ne prendront pas 150 000 ans. Alors justement, Emmanuel Macron qui sera en visite à compter de ce jeudi dans les Outre-mer, donc jeudi il atterrira en Martinique et sera en Guadeloupe à compter de vendredi matin. Dans sa visite est axée notamment sur un volet développement durable qui sera consacré aussi à cette partie eau, cette crise de l'eau que nous connaissons en Guadeloupe. Donc effectivement, on a un petit peu entendu les discours politiques au niveau national qui sont que cette situation est inadmissible, qu'il faut y remédier au plus vite. Un message qui est relayé d'ailleurs par le préfet Philippe Gustin, qui l'a encore répété aujourd'hui lors de la signature d'une convention entre l'État, la région et le département pour gérer justement cette fameuse crise de l'eau. Bon, une réunion qui ressemble un peu à une convention qui ressemble un peu à celle qui a été signée déjà il y a 6 mois. On n'a pas vraiment les différences entre les deux. En tout cas, elle a été signée aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous? C'est un coup de communication pour préparer l'arrivée d'Emmanuel Macron, pour lui dire que tout va bien, ou vous pensez qu'on finira vraiment par sortir de cette situation de crise et mettre fin au tour d'eau, comme ils l'ont annoncé, donc avec 70 millions d'euros, mettre fin au tour d'eau d'ici 2 ans? Il faut au minimum 600 à 1 milliard d'euros pour régler le problème de l'eau. C'est ce qui a été dit. C'est ce qui a été dit par beaucoup de spécialistes, dont beaucoup de personnel de la Générale des Eaux, ou du SIAG, ou peu importe. 600 millions, on avait tablé même sur 1 milliard, je crois, 500 millions. Oui, c'est pour ça que j'ai dit entre 600 millions et 1 milliard. Exactement, entre eau potable et assainissement. Là, effectivement, on nous propose un plan d'urgence de 70 millions d'euros. C'est vrai que quand on fait le ratio, 70 millions, 1 milliard, bon, on sent bien qu'il manque quelques centimes, mais est-ce que vous pensez sincèrement que cette annonce est sérieuse? Mais elle ne l'est pas sérieuse, c'est évident. C'est à propos de crise de l'eau, c'est du colmatage de fissures. C'est évident que ça n'est pas sérieux. Je n'ai même pas envie vraiment d'en débattre plus longuement que ça. Quand on fait la comparaison de l'investissement qui va être réalisé et de l'investissement qui serait nécessaire pour régler définitivement ce problème de l'eau, on se rend bien compte que ce n'est qu'un pis-aller, que ce n'est qu'une farce. Ce n'est qu'une farce. Moi, je m'interroge plutôt sur pourquoi en est-on arrivé à ça? Ça, on le saura en janvier prochain, avec un procès très attendu, notamment avec monsieur Hernandez, qui était patron du SIAG en son temps. Et beaucoup de Guadeloupéens, justement, attendent les réponses. Je ne suis pas convaincu que, vous savez, ce n'est que mon opinion, hein, et puis il y a effectivement des tribunaux pour ça. Je ne suis pas convaincu que ce soit la gestion de M. Hernandez, ni celle aujourd'hui du nouveau président qui va, ah non, c'est antérieur, puisque c'est antérieur à leur prise de fonction. Qui va faire une différence dans le problème de l'eau. Ce sont des gens qui sont, à mon avis, pas plus à blâmer que ça. Parce que le problème vient d'ailleurs. Mais ce n'est, je rappelle... D'où, selon vous? Écoutez... Il n'est pas local, donc il viendrait d'où? Il est clair que le pouvoir... la compétence de l'eau est donnée à des syndicats tels que le SIAG, mais les régies étaient données à qui? Avant, c'est les mairies qui avaient cette compétence. Les régies, sociétés privées. Ah, vous parlez. Et toute cette par la suite, effectivement, elles ont manne financière d'eau facturée
Vous savez, c'est simple. Je fabrique quelque chose. Quand on veut traiter un problème de gestion, il faut absolument, à mon sens, le ramener à des choses beaucoup plus simples et basiques. Pour comprendre le complexe, on revient au simple. La gestion d'un pays, ce n'est après tout que la gestion d'une grande famille. La gestion d'une grande famille, ce n'est qu'après tout la gestion d'un homme et ses propres dépenses. Je fabrique un produit, je sais ce qu'il me coûte, c'est un déboursé sec, je sais donc quelle marge je veux appliquer, et je sais à quel prix je vais le vendre. Quand nous avons inversé cette tendance et cette logique, que nous vendions et qu'on nous a vendu pendant des années, pendant des décennies de l'eau, à un prix facturé qui était censé être ce prix-là, parce que on part du principe que le modèle économique que nous avons en Occident et en Europe, c'est le suivant, donc on va appliquer le même abac de modèle économique, l'eau on va la facturer tant, et en plus comme on est loin, qu'on a les frais d'infrastructure, d'ailleurs qu'on n'a pas payé, je parle de ceux qui géraient, qui avaient la régie de l'eau, je me mets à leur place en disant je. Eh bien écoutez, moi à leur place, je me dirais, bon bah écoutez, on a en plus on a un équipement qui est obsolète, mais on s'en fout, il va durer encore une trentaine d'années, on va pas le rénover, on va faire le minimum, on va facturer au prix fort. Et en plus, comme on est à 8000 km, on va facturer en plus avec les soucis d'exploitation, la complexité de l'éloignement, etc. Donc on facture toujours plus cher aux Antilles, on le sait, on parlait tout à l'heure de 40% de vie chère. Et puis en fait, je vais facturer ce prix-là et je vais m'en mettre plein les fouilles, et puis un jour, je vais même négocier mon départ. Je vais faire ça passer comme un grand scandale. Oh, grand scandale, on veut me retirer la régie, mais en réalité, c'est moi qui l'aurais voulu. Alors évidemment, ce n'est que moi qui parle. Maintenant, chacun en tire les conclusions qu'il veut. Moi, je crois que les gros intérêts économiques sont souvent ceux qui motivent les actions, les décisions politiques, et ça ne changera pas. Ça n'est pas prêt de changer. Il faudra une révolution pour ça. Il faudra une remise à plat des impératifs de chacun, et il faudra qu'à un moment, pour replacer l'homme au centre des choses, il faudra un moment que l'homme lui-même se replace tout seul au centre des choses. Alors comment mettre un thème à ce système littéralement de corruption ? Je ne sais pas si vous suivez les émissions financières. Moi j'adore les émissions financières comme économiques. Ce n'est pas pourtant mon domaine, mais j'aime beaucoup. Voilà un an ou deux que les grands financiers de ce monde et que toutes les bourses du monde attendent, en tout cas pour ce qui est de l'Europe et pour ce qui est du monde aujourd'hui, puisque la mondialisation fait que finalement les choses ne sont jamais isolées et se répercutent partout dans le monde. Ça fait un an ou deux qu'on attend une grosse crise financière. D'ailleurs, j'ai entendu certains s'exprimer à ce sujet en disant écoutez, vous savez, ça fait 1 an ou 2 ans qu'on l'attend, quand ça arrivera, il faudra prendre ça du bon pied et finalement se dire que ça permettra à certains de reprendre d'envisager autrement l'avenir. Non mais attendez, on parle de gens qui vont se suicider, on parle de gens qui vont perdre leur boulot, on parle de gens qui auront des crédits sur le dos qu'ils ne pourront plus rembourser, qui vont perdre leur maison, qui ne sauront pas comment envoyer leurs enfants à l'école. Mais nous camacher si tête. Nous camacher si tête. Et cette société-là, ça fait des décennies qu'elle fonctionne de la même manière, sous l'égide d'intérêts financiers puissants, sous l'égide de lobbies financiers puissants, et on en oublie que derrière, ce sont les petits comme nous qui trinquons. C'est affreux. Et à un moment donné, on paye l'addition. Et qui la paye ? Toujours les mêmes. À un moment, toutes les bonnes choses ont une fin. Vous parliez de fin ? Voilà, toutes les choses ont une fin. Et de la même manière que toutes les choses ont une fin, FAIM, et que cette fin a motivé bon nombre de lobbies financiers, à un moment donné, cette fin va trouver également sa propre fin, FIN. Sur la visite d'Emmanuel Macron, quelque chose à attendre de lui ou rien du tout ? Je n'attends rien de M. Emmanuel Macron. Alors avec tout le respect que j'ai en tant que citoyen qui respecte les institutions, je n'en suis pas moins un rebelle. Je n'attends strictement rien de la visite de M. Macron. Vous savez, ces visites en question, ce sont des visites de... Moi, je compare un président à un grand VRP. Les présidents ne sont que des VRP. Depuis le début de l'année, je ne sais pas si vous avez fait le compte des visites d'État. Ces visites d'État ont un coût. Quand on parle d'économie, elles ont un coût. Certains me diront, mais Bernard, il est évident que le président ne va pas se déplacer
avec Air France. Il ne va pas prendre l'avion, même si c'est en classe business ou en pourrait. première classe. Il pourrait. Mais non, mais il y a mieux. Oui, il y a mais mieux. il pourrait. Il y a mieux et plus intelligent. Puisqu'il faut faire attention aux dépenses. C'est ce que le français commence vraiment à digérer comprendre. de travers. À comprendre. Ça fait un moment qu'il comprend que ses élus vivent dans un certain faste. Mais effectivement, là, on parle de mesures drastiques. On prend sur les retraités, on prend effectivement sur les jeunes, on prend un petit 5 € d'APL par là, on prend un petit abattement, on supprime un petit abattement fiscal en Outre-mer pour récupérer de l'argent. Et on voit effectivement des articles qui sortent. On a changé effectivement les assiettes et les verres de l'Élysée pour 500 000 €. On voit un déplacement d'Édouard Philippe dans les Hautes-Alpes, je crois, à 150 000 € le déplacement. Donc, vous savez combien coûte l'heure de l'A380 de l'Élysée ? 20 776 €. de l'heure. De l'heure. Ok. Je vous donne le prix moyen d'une compagnie privée qui serait amenée éventuellement à faire charter de Monsieur le Président de la République. Ça coûterait moins de 3 000 € de l'heure. C'est beaucoup plus avantageux. Donc pourquoi de mémoire, les statistiques que j'ai pu voir, c'était 2400. Donc est-ce que le gouvernement n'est pas un petit peu en défiance avec le peuple ? Puisque Ceux qui ont le l'habitude. signal qu'il envoie est complètement opposé à la politique qu'il prône. Chacun, selon les proportions de sa richesse, va très difficilement lâcher les avantages qu'il a. Et ça vaut pour tout le monde. Il est très difficile de lâcher ses privilèges. Très, très difficile. À se demander si on peut maintenir ces privilèges. Mais Puisqu'apparemment... on ne peut pas. On ne peut pas. À une époque, vous savez, il existait une politique et un parti et une philosophie politique qui était le communisme, qui a été très très mal exécuté dans sa pratique. Mais le communisme n'est pas né en URSS ou avec Karl Marx et Engels. Le communisme est né réellement en France et au XVIIIe siècle avec un certain Gracchus Babeuf. C'est le babouvisme et le néo-babouvisme qui sont les parents philosophiques du communisme, à la différence que le communisme a été beaucoup plus radical. Ce que j'entends par là, c'est qu'il existe des formes d'économie qui pourraient remplacer celles que nous avons, mais cela suppose que nous remettions totalement en question l'équilibre total de l'économie mondiale. Et c'est ce que refusent de faire les grands de ce monde. Parce qu'ils savent qu'il y aura sang et pleurs autour d'une réforme globale de l'économie mondiale. Et c'est pour ça que ça reste une utopie. Mais à force de reporter l'échéance, plutôt que de pallier et d'anticiper et d'y aller, quoi qu'il en soit, parce que le courage, c'est ça, c'est d'aller même quand ça fait mal. Le fait de ne pas l'anticiper, le fait de demeurer sur ce modèle économique fera qu'un jour, comme cela s'est déjà produit dans l'histoire de l'humanité, il y aura un grand bouleversement. Et j'en ai très peur, parce que si ce n'est nous, ce seront nos enfants ou nos arrière-petits-enfants, ou encore plus loin, mais il y aura sang et pleurs, monsieur Luce. Et ça, je me refuse de penser que l'être humain, dans sa grande intelligence, ne comprennent pas que malgré les difficultés qu'il y aurait d'affronter ces changements radicaux, il faudrait quand même les pratiquer, parce qu'à un moment donné, quand les réponses, nous ne les cherchons pas par les bonnes questions, les réponses nous arrivent en pleine gueule. Merci Monsieur Manieroudine. On se quitte pour une petite page de publicité et on revient tout de suite avec notre invité plateau et nous présenterons son livre intitulé David Jenkins. A tout de suite.